de provenance. Voilà. Les intervenants sont les suivants. Ce soir, nous avons le professeur Thierry Thomas. Voilà. Bonsoir. Voilà, bonjour. Et merci d'être présent aujourd'hui. Thierry Thomas est médecin rhumatologue, praticien hospitalier au centre hospitalo-universitaire de Saint-Étienne, président sortant du GRIO, le groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses. Il est accompagné ce soir du docteur Thierry Poivret, également médecin rhumatologue libéral et coordinateur d'une unité d'ETP, d'éducation thérapeutique du patient, au centre hospitalier de Metz-Thionville. Laurent Grange, concepteur de ces webconférences, il nous en parlera tout à l'heure. Il est le président de la FLAR et également médecin rhumatologue. Et pour ce qui me concerne, voilà, je suis Hervé Barkatz et je serai, si je puis dire, le monsieur loyal de cette soirée en gérant les questions et les réponses qui viendront. N'hésitez pas d'ores et déjà à poser toutes les questions qui vous semblent utiles. Vous pouvez commencer à le faire en utilisant le chat. Voilà. Alors, je vais passer maintenant la parole au docteur Laurent Grange qui va nous présenter l'association AFLAR dont il est le président. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, l'AFLAR est une association de patients qui a été créée en 1928, reconnue d'utilité publique au Front populaire. On est la seule association à défendre l'ensemble des patients souffrant de rhumatisme au sens large, plus de 200 maladies. Et en France, on est la seule à défendre l'intérêt des patients souffrant d'ostéoporose qui va nous intéresser aujourd'hui. Diapositive. Alors, Oui, diapositive suivante, donc la série de webconférences. Tout à fait. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet. Je voulais faire une très légère et très courte introduction. En effet, l'ostéoporose et ses traitements ont très mauvaise image au niveau des médias et au niveau du public, avec beaucoup d'informations fausses. On le voit très bien dans notre Allo ostéoporose, par exemple, où les patients nous appellent pour avoir des renseignements, ils sont un peu perdus, ils entendent tout et n'importe quoi. Donc, il nous apparaît intéressant de mettre en place ces webconférences pour que vous puissiez avoir de l'information réelle, juste, scientifique et pouvoir répondre aux plus grands experts internationaux, le professeur Thierry Thomas ce soir, Didier Poivret et d'autres, puisque ce sont des webconférences que nous allons essayer d'être assez régulières, tous les 3-4 mois. Il faut savoir également que le corollaire de tout ça, c'est qu'il y a de moins en moins de patients traités en France et de plus en plus de fractures. On verra plus 24% de fractures en 2030 en France. Donc, il nous a paru fondamental de réaliser ces webconférences, de les mettre en place pour que vous, les patientes françaises souffrant de rhumatisme et d'ostéoporose plus particulièrement, puissiez avoir de l'information correcte et qu'on puissiez surtout poser vos questions aux professionnels. Merci beaucoup. À titre d'introduction, nous allons maintenant partager avec vous un témoignage, le témoignage de Mireille, une patiente atteinte d'ostéoporose. Je suis Mireille et avant de vous parler de mon ostéoporose, je vais vous parler de ma maladie inflammatoire chronique de l'intestin. J'ai une RCH et il y a une trentaine d'années, ça a été diagnostiqué. J'ai pris, bien évidemment, pour soigner tout ça, de la cortisone sur une longue période. Au bout d'un certain temps, mon médecin traitant m'a dit il serait bien de faire une ostéodensitométrie. J'ai dit je ne sais pas trop pourquoi, mais oui. Alors il m'a dit vous avez beaucoup de facteurs de risque. Vous avez une maladie inflammatoire, vous avez pris beaucoup de cortisone, vous êtes ménopausée très jeune, et ce sont des facteurs de risque extrêmement importants. Donc heureusement vous n'avez pas eu de fracture, donc on va vérifier tout ça. Effectivement, il s'est avéré que j'avais une ostéoporose avancée. Je ne savais pas ce que c'était que l'ostéoporose. J'ai appris ce que c'était à ce moment-là. Très bien. Merci donc Mireille d'avoir partagé avec nous cette situation qui est la vôtre.
Et nous allons maintenant demander à la fois au professeur Thomas, en duo avec Didier Poivret, eh bien de nous éclairer sur ce qu'est l'ostéoporose de façon à mieux comprendre ce que vous allez nous décrire. Est-ce une maladie? La question est posée et vous allez y répondre. À vous. Bonjour, alors voici le sommaire de ce que nous allons vous proposer pour le temps à venir. Qu'est-ce que c'est qu'un os? Est-ce que l'ostéoporose est une maladie? Quand faut-il y penser? À quoi c'est dû? Et qui va être concerné par ces problèmes de fragilité osseuse? Et nous tenons aussi à vous expliquer les progrès à venir, car il y a des programmes thérapeutiques à venir qui sont dans les années qui viennent et qui nous permettront d'être beaucoup plus efficaces. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de ce que c'est qu'un os finalement. Chacun d'entre nous a un peu une représentation de l'os, mais l'os est tout de même une structure vivante, extrêmement bien faite, très résistante, puisque ça nous permet de nous déplacer et de bouger tout au long de notre vie. Tous les os sont fabriqués à peu près sur le même système, c'est-à-dire que si on regarde ici à gauche un os long, c'est-à-dire un os des membres, ou bien à droite une vertèbre, et quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur, on voit une multitude de travées, comme vous voyez sur le petit rond en bas à droite. Ces travées sont relativement épaisses et surtout s'interconnectent très bien les unes avec les autres. Elles sont liées les unes avec les autres, si bien que cet ensemble de travées donne une force considérable à l'os. Cet os, il va se renouveler tout au long de notre vie. Vous savez que la peau, par exemple, se renouvelle tout au long de notre vie, mais à chaque fois un petit peu moins bien. C'est pour ça qu'on attrape des rides, des cheveux blancs, des taches sur la peau. Eh bien, l'os, c'est pareil. L'os est tout le temps en train de se renouveler, il se défait et il se refait. S'il ne se refaisait pas en permanence, il perdrait très rapidement ses qualités mécaniques, c'est-à-dire sa solidité. Et le fait qu'il se refasse en permanence est certainement un atout pour l'ensemble du monde du genre, et en tout cas pour nous. Il y a un certain nombre de cellules qui vont être impliquées dans ce renouvellement, dans cette destruction de l'os et dans son renouvellement. Et là, je passe la parole à Thierry Thomas qui va vous expliquer quelles sont ces cellules qui sont en cause et comment on les connaît. Et comme l'a dit Didier, l'os est un tissu vivant, ce qui sous-entend qu'il est donc peuplé de cellules qui ont des rôles très spécifiques. Et parmi ces cellules, on distingue particulièrement deux groupes cellulaires, les oblastes, dont le rôle est de résorber le tissu osseux ancien, et les ostéoblastes qui sont là, eux, pour créer du tissu osseux nouveau. Ce sont des cellules qui sont hautement spécialisées pour accomplir leurs tâches. L'ostéoclaste étant ainsi la seule cellule capable de résorber un tissu qui est minéralisé, ce qui est la propriété très spécifique du tissu osseux et de sa matrice. Et l'ostéoblaste étant lui-même la seule cellule capable de fabriquer une matrice collagénique et ensuite de la minéraliser. Ces groupes cellulaires ne font pas ça n'importe comment dans le tissu osseux. Ils font ça au sein de ce qu'on appelle des unités de remodelage. Donc la résorption et la formation osseuse se passent de manière couplée. Dans le tissu spongieux, ce qui constitue l'essentiel des vertèbres et puis les extrémités des os longs, ça se passe un peu comme un hémitunnelier à ciel ouvert. Dans le tissu cortical qui crée l'enveloppe des os longs, c'est réellement comme un tunnelier, avec en avant les cellules ostéoclastiques qui résorbent l'os ancien et derrière les cellules ostéoblastiques qui vont remplacer l'os ancien
qui a été résorbé par un tissu osseux nouveau. Une partie de cette action est faite pour maintenir la bonne qualité du tissu osseux. Une partie de cette action est guidée par les contraintes mécaniques qui sont appliquées sur le tissu osseux pour permettre à celui-ci de s'adapter à ces contraintes. Et puis, il y a un troisième mécanisme qui intervient parce que ces phénomènes de résorption et de formation osseuse participent aussi à la régulation d'un certain nombre d'équilibres homéostasiques et notamment la régulation du taux de calcium et de phosphore dans le sang, puisque le tissu osseux est la source principale de cela. Le troisième groupe cellulaire qui vous est figuré sur ce schéma et dont je n'ai pas encore parlé, c'est les cellules qui apparaissent avec comme une forme de petite étoile dans le tissu osseux, sur le graphique figuré sur la diapositive. En réalité, c'est plus qu'un étoile, ce sont plus que des étoiles, hein. Il y a véritablement un réseau qui permet à ces cellules d'être en contact les unes avec les autres. Ces cellules s'appellent des ostéocytes et on considère actuellement que ce sont les cellules qui sont les chefs d'orchestre du renouvellement du tissu osseux avec des moyens de régulation à la fois de l'activité de résorption et de l'activité de formation. Alors, voilà comment se forme et comment se structure un os avec ses travées et ses cellules à l'intérieur, son renouvellement permanent. Lorsque l'os se fragilise, on parle d'ostéoporose, c'est-à-dire un os qui devient trop poreux, trop troué, et qui va perdre ses qualités, en particulier qui va se fracturer. Est-ce que c'est une maladie? Bien oui, c'est une maladie. Lorsque l'os devient trop fragile, au fur et à mesure, en particulier quand on avance en âge, on va pouvoir en faire le diagnostic et le traiter. C'est donc une maladie. Traiter l'ostéoporose ou ne pas traiter l'ostéoporose, c'est comme l'artériosclérose. L'artériosclérose, c'est ce qui bouche les artères. Vous savez que c'est responsable d'infarctus au niveau du cœur, du myocarde, ou bien d'accidents vasculaires cérébraux, d'AVC, et ou différentes maladies. Eh bien, ces maladies se diagnostiquent, se préviennent et se traitent. L'ostéoporose, c'est pareil. Certes, l'ostéoporose est une maladie qui est plus fréquente chez les personnes âgées, comme une multitude de maladies, mais c'est aussi une maladie que l'on peut prévenir parce qu'on en connaît les facteurs de risque. C'est une maladie que l'on peut diagnostiquer par différents éléments dont on parlera dans plusieurs conférences, puis un petit peu plus tard dans cette conférence ici. Et c'est une maladie aussi que l'on peut traiter. Donc l'ostéoporose, c'est quelque chose qui peut entraver la poursuite de la vie, donner des douleurs, donner des difficultés à s'adapter. C'est donc une réelle maladie. Il ne viendra à personne l'idée de ne pas traiter et de ne pas prévenir l'artériosclérose, c'est-à-dire de traiter le cholestérol, l'hypertension, le diabète et ainsi de suite. L'ostéoporose, c'est pareil. Pour avoir une qualité de vie maximale, eh bien, nous disposons actuellement de moyens diagnostiques et thérapeutiques extrêmement efficaces permettant d'éviter l'apparition de fractures. Alors, sur la diapositive suivante, à gauche, nous avons l'os sain dont nous avons parlé il y a quelques instants, avec ses belles travées épaisses et bien connectées les unes avec les autres, qui forment une structure bien solide. Progressivement, cet os se défait et se refait, à chaque fois un petit peu moins bien, si bien qu'on arrive au schéma de droite, qui représente une vertèbre et l'intérieur d'une vertèbre. On voit là qu'un certain nombre de travées ont perdu leur épaisseur, un certain nombre de travées ne sont plus reliées aux autres. Par conséquent, la structure de cet os devient défaillante, sa solidité également. Et on comprend bien que cet os va pouvoir, au niveau de la vertèbre, s'écraser. Les vertèbres, c'est comme des cubes qui vont s'écraser lorsqu'ils vont être trop fragiles. Et c'est l'apparition de douleurs, le fait de se pencher en avant. Tout cela devient extrêmement gênant et peut être source de douleurs chroniques, en particulier chez les personnes âgées. Je pense que Thierry peut nous expliquer cette diapositive qui reprend le même thème.
Donc, ce qu'on voit, ce sont des images de micro-radiographie et qui montrent, en comparant l'image de gauche, qui est un os sain, en l'occurrence le corps d'une vertèbre, et à droite la même pièce osseuse, mais touchée par la maladie que constitue l'ostéoporose, on voit bien que la perturbation des mécanismes cellulaires dont je vous ai parlé tout à l'heure conduit à une dégradation de ce squelette. Pour quelle raison? Eh bien parce que, au lieu d'avoir une situation équilibrée où on va résorber autant de tissus osseux anciens que l'on va fabriquer de tissus nouveaux, il se crée un déséquilibre avec une résorption qui est accrue davantage que ce que ne l'est la formation osseuse, et cela va induire des perforations du réseau de travées que constitue l'os spongieux. On voit aussi que au niveau de toute l'enveloppe périphérique que constitue cette vertèbre, on voit apparaître une porosité de l'os cortical. Tout ça, ce sont les conséquences du dysfonctionnement cellulaire qu'induit l'ostéoporose. Ce dysfonctionnement, il apparaît en réalité relativement tôt dans la vie, hein, on y reviendra tout à l'heure, mais dès l'âge de 30 ans, on voit se perturber le fonctionnement cellulaire avec l'apparition d'ostéocytes touchés par des phénomènes de sénescence. Je vous rappelle, l'ostéocyte, c'est le chef d'orchestre. Et lorsque le chef d'orchestre bat mal la mesure, eh bien, le système se dégrade. Et puis ensuite, il y a des phénomènes qui vont emballer cette altération de l'équilibre cellulaire osseux. Alors, ça, c'est le fonctionnement de la maladie ostéoporotique, hein, qui aboutit à une dégradation du tissu osseux. Et cette dégradation du tissu osseux va faire que cette structure qui a un rôle très important sur le plan biomécanique, qui nous permet de marcher, qui nous permet de nous déplacer. Hein. Si on n'avait pas le squelette osseux avec une certaine rigidité, on ne serait pas à même de pouvoir faire ça. Une fois que le tissu osseux perd ses propriétés biomécaniques, à l'occasion d'efforts ou à l'occasion de traumatismes minimes, eh bien, ces pièces osseuses vont se fracturer alors que normalement elles ne devraient pas le faire. Ces événements sont le reflet de la fragilité osseuse induite par l'ostéoporose et sont surtout la première de la maladie qui jusque-là n'entraînait pas de symptômes. Donc, parmi ces fractures, on distingue différents types de fractures d'un point de vue épidémiologique d'une part, mais aussi du fait des conséquences de la survenue de ces fractures. Et on distingue ainsi deux grandes familles de fractures, les fractures dites mineures, notamment les fractures du poignet ou les fractures de cheville, qui sont des fractures qui apparaissent assez tôt dans l'évolution de la maladie ostéoporotique, souvent à partir de la tranche d'âge 50-60 ans. Et puis les fractures sévères, je vais y revenir. Alors le terme de mineur sous-entend que ces fractures, bien évidemment, doivent faire poser la question d'une ostéoporose sous-jacente, mais elles n'ont pas forcément, au stade où elles surviennent, des conséquences importantes pour les personnes. On doit plutôt les considérer comme un signal d'alerte d'une possible fragilité osseuse. Les fractures sévères, il y a 4 sites particulièrement importants: l'humérus, le fémur, l'humérus, l'os du bras, le fémur, l'os de la cuisse, les vertèbres, le bassin. Ces 4 sites-là sont des fractures dites sévères parce que, évidemment,
leur survenue entraîne des symptômes qui sont extrêmement pénibles pour les patients, mais ces sites fracturaires vont aussi entraîner plusieurs choses. D'une part, elles vont augmenter le risque de faire de nouvelles fractures. D'autre part, elles vont retentir sur la morbidité des patients. Par exemple, plusieurs fractures vertébrales vont s'accompagner d'une réduction de la capacité respiratoire. Et puis, ces fractures, parce qu'elles surviennent sur des pièces osseuses particulières, elles témoignent d'une fragilité importante du squelette qui elle-même traduit une fragilité globale de l'organisme. Le squelette est un reflet général de l'organisme et lorsque ces fractures surviennent, eh bien, les patients sont à risque de mortalité accrue dans les années qui suivent l'événement fracturaire. Donc, on est vraiment dans une situation d'une fracture qui met en avant la fragilité osseuse, mais aussi la fragilité globale de l'organisme. Et c'est très important de prendre en charge les patients pour éviter ce type de phénomène. Alors, le risque de fracture augmente avec l'âge. On voit ici sur cette courbe que, au fur et à mesure qu'on avance en âge, le risque fracturaire va augmenter. Actuellement, on estime que le nombre de fractures va augmenter dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que de plus en plus nous vieillissons, nous vivons de plus en plus longtemps et par conséquent, nous allons pouvoir atteindre le moment où les os vont devenir un petit peu plus fragiles et où nous allons un peu moins bien avoir un équilibre un peu moins efficace et avoir un risque de chute plus important. Donc l'ostéoporose et son risque fracturaire va devenir un problème important dans les années qui viennent et le ministère de la Santé vient d'ailleurs de prendre conscience de ce problème et va lancer un plan dans ce sens pour dépister et traiter l'ostéoporose. Le risque de cascade fracturaire est celui de s'engager dans une succession de fractures. Et là aussi, je passe la parole à Thierry qui va nous expliquer comment on part d'une fracture du poignet, dite fracture mineure dont il vient de parler, jusqu'à la fracture du col fémoral qui engage le pronostic vital et le pronostic fonctionnel. Thierry. Donc, il y a différents éléments dans cette notion de cascade. Il y a d'une part l'historique de la maladie. La maladie, on l'a dit, débute très doucement à partir de l'âge de 30 ans. Et puis, chez la femme, le déficit œstrogénique de la ménopause va entraîner un emballement de la détérioration osseuse parce que cela va donner un coup de fouet en quelque sorte au déséquilibre entre résorption et formation osseuse, ce qui explique que les femmes, on y reviendra, sont plus touchées que les hommes par cette maladie, même si la maladie ostéoporotique peut toucher les deux sexes. Dans l'historique de cette maladie, les premiers sites touchés sont des sites qui contiennent particulièrement de l'os spongieux et c'est par exemple le cas de l'extrémité toute distale du radius au niveau du poignet, combiné au phénomène de chute qui reste habituel avec le réflexe de se rattraper sur la main lorsque l'on chute. Donc cette fracture du poignet, on voit sa fréquence augmenter à partir de 55-60 ans. Un petit peu plus tard dans la vie, on a l'augmentation de la fréquence des fractures vertébrales qui touchent particulièrement les femmes à partir de l'âge de 65 ans. Et puis plus tard, parce qu'il faut une fragilité osseuse accrue, à partir de l'âge de 70-75 ans, on voit apparaître la fracture du col. Donc, dans ce phénomène de cascade, il y a cette notion d'historique. Quelqu'un qui a fait une fracture de vertèbre va, par exemple, multiplier par 2 son risque plus tard de faire une fracture de fémur. Et puis, il y a aussi un phénomène de cascade pour une localisation donnée. Quelqu'un qui a fait une première fracture vertébrale est à très fort risque
de faire d'autres fractures vertébrales avec un phénomène d'emballement de ces fractures, d'où le terme de cascade. Alors, dans la mesure où, avec l'ostéoporose, on peut voir apparaître une première fracture, puis une deuxième, et ainsi de suite, chacune de ces fractures peut s'accompagner d'une dégradation de la qualité de vie, d'une augmentation de la morbidité, d'une augmentation du risque de mortalité, et puis au final, une augmentation de la fragilité globale de l'organisme. Et on voit donc que les conséquences vont se cumuler au fur et à mesure que le patient qui a une ostéoporose va avancer dans la vie. Donc l'objectif dans notre stratégie de prise en charge des patients ostéoporotiques, c'est bien évidemment d'agir le plus tôt possible pour empêcher ce phénomène cumulatif d'une fracture entraînant une autre fracture, d'une fracture entraînant morbidité et mortalité, comme cela est figuré sur le schéma. Parce que bien évidemment, plus on avance en âge, plus les fractures qui surviennent retentissent sur les capacités fonctionnelles des patients, et en plus de l'altération de la qualité de vie, on se trouve confronté ensuite à des problèmes de handicap, de perte d'autonomie, etc. Alors, quand faut-il penser à l'ostéoporose? Quels sont les signes cliniques cliniques ou radiologiques qui vont nous permettre de poser le diagnostic, ou en tout cas de lancer un bilan pour savoir s'il faut mettre en place un traitement ou pas? Bien, nous venons d'en parler. La fragilité osseuse va se traduire par l'apparition de fractures à l'occasion d'une chute de sa hauteur. On glisse chez soi, souvent, sur des tapis, dans les salles d'eau, les salles de bain, dans la cuisine. Et à l'occasion de cette chute qui pourrait être banale, eh bien, survient une fracture, un tassement de vertèbre, une fracture du poignet si on tombe en avant et qu'on se retient, ou bien une fracture de l'humérus ou du col fémoral. Il faut savoir aussi penser à l'ostéoporose lorsque l'on perd de la taille, beaucoup de taille, et que la colonne vertébrale tend à se pencher en avant, c'est-à-dire avoir une hypersyphose lorsqu'on ne peut plus bien relever la tête. Un certain nombre de tassements vertébraux dont nous avons parlé ne sont pas diagnostiqués parce qu'ils ne sont pas douloureux, mais si on fait des radiographies, on va mettre en évidence ces tassements vertébraux et pouvoir lancer un bilan et un diagnostic. Donc l'ostéoporose, c'est effectivement quelque chose qui est très douloureux quand survient la fracture. Ça n'est pas forcément douloureux, et nous autres médecins, nous aimerions bien pouvoir faire le diagnostic avant l'apparition des fractures en détectant les facteurs de risque ou bien des signes cliniques qui vont nous attirer notre attention, en particulier cette hypersyphose ou cette perte de taille dans les années qui précèdent la consultation. Donc il faut y penser en cas de fracture, de chute de sa hauteur, ou bien en cas de perte de taille, lorsque l'on a perdu de la taille par rapport à la taille qu'on avait à 20 ans. Très bien, merci à tous les deux. Il est temps maintenant de laisser la parole. Alors, elle est venue et nous vous en remercions aux participants. Qui parmi Thierry Thomas ou Didier Poivret veut prendre les questions qui sont arrivées? Par quelles questions souhaitez-vous commencer? On va prendre, parmi les questions qui ont été posées, une question qui va en droite ligne avec ce que vient de dire Didier, sur les notions de symptômes et notamment de douleur. L'ostéoporose en elle-même est une perturbation du fonctionnement du tissu osseux, mais elle n'entraîne pas de symptômes. En revanche, elle fragilise l'os et expose au risque de fracture, soit à l'occasion d'une chute banale qui n'aurait pas dû entraîner une fracture chez quelqu'un en bonne santé, soit même parfois à l'occasion
de simples mouvements, et c'est le cas, par exemple, des fractures vertébrales. L'exemple classique, c'est la personne qui se penche en avant pour faire son lit et qui se fracture une vertèbre. Voilà la situation dans laquelle on est. Ces fractures vertébrales n'entraînent pas toutes, d'ailleurs, des douleurs au moment où elles surviennent, ou plus exactement, elles n'entraînent pas de douleurs qui attirent suffisamment l'attention. Et donc, la symptomatologie douloureuse n'est que la conséquence des fractures. Elle n'est pas liée à la maladie ostéoporotique elle-même. Je vais peut-être prendre une autre question qui aborde le problème de l'arthrose et de l'ostéoporose. Ce sont deux maladies différentes, d'accord? L'ostéoporose, c'est une maladie du tissu osseux. L'arthrose, c'est une maladie de l'articulation. Et c'est une maladie de l'ensemble des tissus de l'articulation, c'est-à-dire le cartilage, le tissu osseux qui est sous le cartilage, la membrane synoviale qui tapisse l'intérieur de la capsule qui enveloppe l'articulation. Mais c'est vraiment une maladie qui est une maladie de l'articulation, alors que l'ostéoporose est une maladie du il y a plusieurs questions qui portent sur la mesure, l'évaluation, on va dire, du statut osseux par ostéodensitométrie et la relation que l'on fait de cette mesure pour le diagnostic d'ostéoporose. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que la densitométrie, c'est aujourd'hui le meilleur et presque le seul moyen de bien apprécier le statut osseux des patients. On va mesurer la quantité de minéral que vous avez dans le tissu osseux et on va comparer ces valeurs-là à des valeurs de référence d'une population générale. Si la valeur est diminuée, on peut être amené à retenir le diagnostic d'une ostéoporose dite densitométrique, définie par la densitométrie, et c'est un résultat qui est très pertinent parce que l'on sait que plus la valeur de densité minérale osseuse est basse, plus le risque de faire des fractures est élevé. Donc c'est un outil qui est très sensible pour faire le diagnostic. En revanche, c'est un outil qui n'est pas très spécifique au sens où il ne permet pas d'identifier l'ensemble des patients ostéoporotiques. Il ne permet d'identifier les patients ostéoporotiques qui ont une diminution de la quantité de leur tissu osseux. Mais on a un certain nombre de patients qui ont des ostéoporoses avec des formes plus qualitatives que quantitatives. Et ces patients-là, ils peuvent faire des fractures à l'occasion d'une chute banale, alors même que leur valeur de densité minérale osseuse n'est pas très diminuée. Et j'ai vu que dans nos auditeurs, certains avaient vécu ça. Le fait de se fracturer un fémur à l'occasion d'une chute de sa hauteur, ça témoigne bien d'une fragilité du squelette, parce que ça ne devrait pas arriver chez quelqu'un de jeune dans les mêmes conditions. Donc, on est bien face à une ostéoporose. Mais pour autant, si l'ostéoporose est plus qualitative que quantitative, sa valeur de densité minérale osseuse ne sera peut-être pas très diminuée. Nous avons aussi des questions sur l'existence d'une fracture du col du fémur chez la mère d'une patiente ou de quelqu'un qui s'inquiète peut-être un peu. Bien, nous allons en parler dans quelques instants, mais parmi les facteurs de risque se trouve la fracture du col du fémur chez la mère. C'est un facteur de risque parce que le nombre de travées, leur interconnexion, leur solidité a aussi un facteur génétique et par conséquent d'avoir des antécédents de fracture du col du fémur, en particulier chez la mère, est un facteur de risque qui, combiné à d'autres,
va augmenter le risque d'ostéoporose. En tout cas, c'est pour nous une des raisons qui peut être de proposer une densitométrie osseuse un peu après la ménopause, de façon à évaluer la qualité du tissu osseux dont parlait Thierry et éventuellement proposer un traitement ou des mesures préventives de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte osseuse et que les années suivantes se passent sans problème à ce niveau-là. Un élément peut-être de question qui vient lorsqu'on parlait tout à l'heure de comorbidité, c'est-à-dire la présence d'une ou plusieurs maladies concomitamment. Et quelqu'un nous dit, par exemple, voilà, je suis atteint de spondyloarthrite depuis 23 ans, suite à une fracture. Ma rhumatologue m'a demandé de faire une ostéodensitométrie et des résultats d'ostéoporose. Depuis 5 ans, alors je prends un traitement, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces aspects-là de concomitance de certaines maladies? Je crois qu'on peut peut-être enchaîner parce que c'est un sujet qu'on aborde dans les diapositives suivantes. Parfait. Eh bien, enchaînons. Alors, quelles sont les causes? Oui. Voici ici une multitude de causes qui peuvent être notées ou recherchées et qui vont favoriser l'apparition d'une décalcification, c'est-à-dire d'une dégradation du tissu osseux. Je parlerai juste des habitudes de vie. Il y a un certain nombre d'habitudes de vie qui vont favoriser la structure de l'os, c'est-à-dire qui vont nous permettre d'avoir un os bien solide le plus longtemps possible, et à l'inverse, d'autres qui vont être plus délétères. C'est l'ovale qui se trouve en bas à gauche en orange. Chacun sait que le tabac n'est pas trop bon pour la santé. En tout cas, ça n'est pas bon non plus pour la solidité de l'os, probablement parce que ça diminue la vascularisation de l'os et ça ne lui permet pas de se renouveler facilement. L'alcool, par une multitude de raisons, un alcoolisme va permettre de dégrader l'os, va induire une dégradation de l'os trop rapide parce que le tissu protéique est moins bonne qualité, l'absorption du calcium également, et ainsi de suite. L'activité physique, vous savez qu'actuellement on insiste beaucoup sur l'intérêt de l'activité physique qui est un des meilleurs moyens de prévention d'une multitude de maladies cardiovasculaires, dépression, cancer, mais aussi ostéoporose. À chaque fois que nous marchons, nous stimulons nos récepteurs à l'intérieur de nos os et nous les incitons à garder du calcium, garder une trame osseuse satisfaisante. Il y a d'ailleurs une question à ce sujet. Nous conseillons 20 à 30 minutes de marche pas en courant, mais de marche rapide tous les jours. L'immobilisation, autrefois, vous savez qu'on immobilisait les fractures du col du fémur, par exemple, ou bien dans d'autres maladies, les patients restaient pendant très longtemps alités. Eh bien, l'immobilisation est un gros facteur de perte osseuse et de perte de calcium au niveau de la structure osseuse. Et nous, actuellement, nous essayons de limiter ces moments d'immobilisation, quelle que soit la maladie. C'est l'inverse de l'exercice physique. Voilà des habitudes de vie, ne pas fumer, pas d'alcool en grande quantité et une activité physique modérée tous les jours nous permettent de rester en bonne santé, en particulier au niveau des os. Mais il existe aussi une multitude d'autres facteurs de risque. Nous avons à droite la fracture du col fémoral chez la mère dont nous venons de parler et je passe la parole à Thierry pour parler d'autres facteurs de risque qui sont bien identifiés. Donc, Didier a insisté sur les habitudes de vie. C'est un élément important parce que ce sont des facteurs de risque de survenue ou d'accélération du processus de l'ostéoporose sur lequel on peut jouer. Il en va de même des insuffisances d'apport en vitamine D que l'on peut corriger, soit avec une exposition au soleil en dehors des heures chaudes et de manière relativement limitée. On considère que un quart d'heure par jour en période estivale, le soir, ça suffit.
c'est aussi les apports suffisants en calcium. On ne parle pas d'apport enrichi, hein, on parle d'apport suffisant avec une alimentation variée. Et puis, chez la personne plus âgée, il faut également faire attention aux apports suffisants en protéines parce que ce sont des patients qui ont tendance à réduire spontanément leurs apports. Ça, c'est un élément important parce qu'on peut jouer de là-dessus. Ensuite, il y a des facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas jouer, mais c'est important de les avoir à l'esprit parce que ce sont peut-être des situations qui vont nous conduire à évaluer la valeur de densité minérale osseuse lorsqu'ils sont présents. C'est le cas, comme l'a dit tout à l'heure Didier, d'un antécédent de fracture du col fémoral chez la mère ou chez le père d'ailleurs. C'est le fait d'avoir fait une ménopause précoce. C'est des situations où l'indice de masse corporelle, le rapport poids-taille est très bas. Un peu de surpoids protège de l'ostéoporose. C'est peut-être la seule chose dont ça protège, mais ça protège un petit peu de l'ostéoporose. Ensuite, il y a des ethnies qui sont plus à risque que d'autres. Hein, et les ethnies caucasoïdes, par exemple, sont plus à risque que les ethnies d'origine africaine. Et puis, l'âge aussi est un facteur de risque sur lequel, évidemment, vous conviendrez qu'on ne peut pas jouer, mais qui impose de se poser des questions. Et puis ensuite, en vert, vous avez un certain nombre de cercles qui entourent des situations de ce qu'on appelle des ostéoporoses secondaires, c'est-à-dire venant compliquer soit d'autres maladies, et notamment des maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou d'autres rhumatismes inflammatoires, comme on l'a cité tout à l'heure, par exemple la spondyloarthrite. C'est vrai aussi pour les maladies pulmonaires, hein, les bronchopneumopathies obstructives, l'asthme, les maladies cardiovasculaires. Vous avez des maladies endocriniennes qui peuvent retentir sur le tissu osseux. C'est le cas des hyperthyroïdies, des hyperparathyroïdies. Et puis, vous avez des traitements qui peuvent avoir des effets délétères sur le tissu osseux. Le premier de ces traitements, c'est la cortisone, qui a par ailleurs des tas d'intérêts dans le traitement des maladies inflammatoires, mais qui a un effet délétère sur le tissu osseux. Donc, il faut faire attention à ces situations-là. Et puis, c'est un certain nombre de traitements hormonaux, notamment les traitements que l'on peut utiliser dans le cancer du sein ou de la prostate. Donc, vous voyez, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, mais qui doivent imposer une certaine vigilance. Et puis, il y a des situations de comorbidité, de maladies associées à l'ostéoporose qui imposent de se poser la question d'une dégradation du statut osseux. Alors, qui est concerné par l'ostéoporose? Eh bien, nous venons de parler de la décalcification de l'ostéoporose, de la fragilité osseuse. Nous venons parler des facteurs de risque qui vont nous permettre d'engager des moyens diagnostiques avec l'ostéodensitométrie ou un interrogatoire pour connaître les antécédents et évaluer le risque. L'ostéoporose est une maladie fréquente puisqu'elle va toucher une femme sur 3 après 50 ans. Une femme sur 3 aura au moins une fracture ostéoporotique et un homme sur 5 aura également une fracture ostéoporotique après 50 ans, parce que les hommes sont protégés par leur testostérone qui diminue un petit peu moins rapidement que les oestrogènes au moment de la ménopause. Donc c'est une maladie fréquente et qui va, encore une fois, gagner en fréquence puisque nous vivons de plus en plus longtemps et de mieux en mieux. Voilà l'évolution de la masse osseuse, et là aussi, je laisse Thierry, qui est un expert de ces courbes, nous les commenter. Alors, c'est une courbe qui résume un peu tout ce qu'on a abordé précédemment, mais c'est un élément qui est important à avoir à l'esprit pour comprendre pourquoi cette maladie touche autant de gens, pourquoi cette maladie touche les deux sexes, pourquoi cette maladie touche plus la femme que l'homme. Et ça résume en quelque sorte les différents éléments que l'on a abordés précédemment. De 0 à 20 ans, on est dans une phase de croissance et on va
gagner et fabriquer du tissu osseux pour acquérir notre capital osseux. Donc, on a déjà des situations anormales lorsque, dans cette phase de croissance, eh bien, on acquiert un capital osseux qui est insuffisant parce que on va débuter l'âge adulte avec moins de capital que les autres, ce qui, pour des tas de raisons, n'est pas uniquement osseuse et n'est pas favorable. C'est par exemple le cas des jeunes filles qui font des anorexies mentales en phase de croissance. C'est une situation très classique de capital osseux diminué. Il faut savoir aussi que le capital osseux, il est en partie déterminé par le patrimoine génétique des sujets. Et si vos parents avaient une ostéoporose, ça fait de vous quelqu'un qui est plus à risque d'ostéoporose parce que vraisemblablement, le capital osseux n'est pas aussi bon que ce qu'il devrait être en moyenne. De 20 à 30 ans, on est dans une situation d'équilibre qui est une situation de normalité. On résorbe autant d'os anciens qu'on fabrique d'os nouveaux. Et puis, comme je l'ai évoqué précédemment, à partir de 30 ans, pour des phénomènes de sénescence, de détérioration des cellules osseuses, on va se mettre à perdre de l'os parce qu'on va en résorber plus que l'on en forme. Vous voyez la courbe en rouge, c'est la courbe des femmes. Elle s'accélère au moment de la ménopause à cause du déficit œstrogénique pour ensuite revenir avec une pente qui est comparable à celle de l'homme. Et évidemment, plus cette pente va aller vers le bas, plus l'os va être fragile et plus on risquera de voir des conséquences de l'ostéoporose, c'est-à-dire l'apparition des fractures. J'enchaîne sur les progrès faits dans la compréhension de la maladie, peut-être. Alors, je vous ai rapidement brossé ce qu'on comprend des mécanismes de l'ostéoporose, mais il faut bien avoir à l'esprit que cette compréhension s'est beaucoup accrue sur les 20 dernières années, et notamment tous les mécanismes de communication entre les cellules, les ostéocytes, les chefs d'orchestre, les ostéoblastes qui forment, les ostéoclastes qui résorbent. Il y a beaucoup des mécanismes de communication entre ces cellules qui ont été compris à la fin des années 2000 et même au début de ce siècle, et qui ont permis l'émergence et l'identification de cibles thérapeutiques nouvelles. Donc, grâce à cette meilleure compréhension, on a clairement des perspectives de traitement nouvelles et récentes sur lesquelles mes collègues reviendront dans de prochaines conférences. Un autre élément important, c'est aussi le fait qu'il est nécessaire de faire un diagnostic relativement précoce de la maladie, soit après la première fracture qui a révélé la maladie, soit lorsque on est dans une situation à risque en réalisant une évaluation du statut osseux de mettre en évidence la maladie avant que la première fracture ne survienne. Ensuite, sur ostéoporose et hygiène de vie, je pense que Didier a bien dressé le tableau de l'intérêt de ces moyens de prévention, qui restent des moyens de prévention, hein, l'exercice physique, la bonne alimentation, la supplémentation en vitamine D, ça permet de prévenir en partie la perte osseuse, mais une fois que la maladie est là, ça ne permet pas de la traiter. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit et faire la distinction entre ce qui relève de la prévention et ce qui est réellement du traitement, qui impose des traitements spécifiques, des médicaments spécifiques pour l'ostéoporose. Et puis évidemment, on s'est aperçu au cours de ces dernières années que c'est une lapalissade, mais il fallait le démontrer, que si on prend mal les traitements de l'ostéoporose, et on est souvent confronté à ça pour toutes les maladies chroniques, si on prend mal les traitements, ils marchent moins bien.
bien. Si vous voulez prendre à nouveau quelques questions, quelques commentaires, n'hésitez pas, c'est un message pour l'ensemble de nos participants, de continuer comme vous faites parfaitement bien à interagir, à poser vos questions. Quelles questions souhaitez-vous prendre? Peut-être sur les aspects d'alimentation? Alors, les aspects d'alimentation, nous aurons une webconférence pour les aspects d'alimentation. Quelqu'un pose la question d'une fracture du poignet qui consolide mal. Le chirurgien parle d'un mauvais squelette fragile. Eh bien, c'est typiquement là une situation où il faut rechercher une ostéoporose par une densitométrie, des prises de sang et ainsi de suite. Et puis, si ce poignet consolide mal, c'est peut-être parce que l'organisme réagit parfois avec un processus inflammatoire et de décalcification localisée qu'on appelle l'algodystrophie, qui peut survenir après une fracture du poignet qui a pourtant été bien réduite, c'est-à-dire bien traitée par les chirurgiens. C'est un autre problème qui se résolvera aussi, mais qui va prendre beaucoup de temps. Donc, dans la question de cet auditeur, nous avons une fracture du poignet qui consolide mal. Peut-être qu'il y a une algodystrophie. D'ailleurs, on lui demande de refaire des radios. Et c'est pour ça, c'est pour voir s'il n'y a pas une difficulté à ce niveau-là. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut certainement faire un bilan pour voir s'il existe une ostéoporose. Et ce sera le moment de traiter. On peut supposer que cette personne a glissé de sa hauteur et peut-être qu'il y aura lieu de mettre en place un traitement X ou Y, il y aura une webconférence là-dessus. Je crois qu'il y a beaucoup de questions sur les traitements. Je rajouterai quelque chose là-dessus, Didier. Il est important de bien préciser qu'un os touché par l'ostéoporose, s'il se fracture, il consolide normalement, parce que le processus de consolidation est différent du processus classique de renouvellement de l'os sur lequel joue la maladie ostéoporotique. En revanche, si vous avez un os qui est très fragile, le chirurgien peut être gêné par cette fragilité osseuse parce que le matériel qu'il met dans les pièces osseuses pour les stabiliser, ce matériel osseux va moins bien tenir. Il va moins bien stabiliser la fracture et de ce fait, la fracture va moins bien consolider. Mais ce n'est pas directement la maladie ostéoporotique qui entraîne le défaut de consolidation. Ouais. Thierry, on a une question d'une patiente, peut-être tu pourrais y répondre. Je suis en fauteuil roulant depuis l'âge de 17 ans. Est-ce que je suis plus à risque d'ostéoporose et j'ai des activités physiques difficiles, bien évidemment, et elle a beaucoup de mobilité, c'est la deuxième partie. Et pourquoi elle a une ostéoporose Voilà. Est-ce que tu pourrais répondre à ces deux questions, Thierry? Ouais. Alors, donc, clairement, ça rentre dans le cadre des facteurs de risque que l'on avait identifiés dans notre présentation. Le fait d'être dans un fauteuil roulant fait évidemment que au moins le squelette des membres inférieurs et du bassin, la partie basse de la colonne, est soumis à beaucoup moins de contraintes que ce à quoi il devrait être normalement posé. Et donc, ça crée une situation d'immobilisation qui va créer ou accélérer un processus d'ostéoporose, qui est souvent d'ailleurs dans ce cas-là une ostéoporose qui est plutôt régionale au niveau du squelette. Alors, je rajouterai à ça le fait que peut-être que cette patiente est dans un fauteuil roulant pour une lésion neurologique, par exemple une paraplégie, et que cette maladie neurologique va elle-même retentir sur le tissu osseux et créer une ostéoporose sur cette région. Sur la question, j'ai pris des produits laitiers et pourtant j'ai de l'ostéoporose. Oui, je vous ai bien dit que d'avoir des apports suffisants en calcium, ça rentrait dans les moyens de prévention, mais ça n'empêchait pas nécessairement l'ostéoporose de se développer. Imaginons que vous êtes dans une famille à terrain ostéoporotique, votre patrimoine génétique, il va l'emporter sur le fait que vous avez fait les choses comme il faut, vous avez été active, pris des produits laitiers,
en tout cas des apports suffisants en calcium, mais ces moyens de prévention n'ont pas empêché de développer une ostéoporose. On a la même chose dans toutes les maladies chroniques. Vous avez, je suis sûr, autour de vous, des gens qui n'ont aucun facteur de risque, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ont une alimentation normale et qui pourtant ont fait un infarctus du myocarde. C'est un peu la même chose. Parfait. Nous avons maintenant 3 minutes pour conclure. Thierry Thomas, est-ce que vous voulez bien vous prêter à cet exercice difficile d'une conclusion avec quelques messages clés Alors, cette diapositive de conclusion, elle est en 4 points et on a voulu mettre avec Didier les messages qui nous paraissaient importants. 1, l'ostéoporose est bien une maladie, hein, c'est-à-dire un dysfonctionnement de l'organisme. C'est la définition du mot maladie. Donc, on est bien dans cette situation. Ça n'est pas parce que c'est une maladie qui est largement répandue et qui augmente avec l'âge qu'on n'est pas face à une maladie. C'est le cas de beaucoup de maladies chroniques. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. Le deuxième élément, c'est que faire une fracture, a fortiori lorsqu'on tombe de sa hauteur, ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas la normalité de vieillir en bonne santé. Cette fracture, elle est probablement le reflet d'une fragilité osseuse qui elle-même, on l'a dit tout à l'heure, est certainement le reflet d'une fragilité globale de l'organisme, et il faut prendre ça en compte et il faut penser au traitement, et je dirais que c'est le dernier point, parce qu'on a des traitements efficaces qui permettent de réduire le risque de faire de nouvelles fractures, et cette efficacité, elle est variable suivant les types de fractures. Ça va de 40% à 50% pour les fractures de hanche, à 80% pour les fractures de vertèbres. Donc ça, c'est vraiment les messages clés de cette conclusion. Merci beaucoup. Vous avez tenu le temps. Quelques instants juste pour vous dire que les webconférences de l'AFLAR se poursuivent et s'amplifient. La prochaine date, si vous voulez bien la noter, c'est le mardi 12 février 2019. Le sujet qui sera abordé par le docteur Karine Briot de l'hôpital Cochin à Paris est le suivant: dépistage et diagnostic de l'ostéoporose. Voilà. Donc ensuite, certaines questions ont été posées sur les traitements, sur l'alimentation. Il y aura des sujets liés à l'exercice physique. Bref, l'ensemble des sujets seront abordés au fur et à mesure. Il me reste Laurent Grange. Laurent, si tu veux bien, d'apporter le mot de la fin. Comme vous avez vu, cette web conférence est très riche, très intéressante. D'abord, je tenais à remercier les deux orateurs, Thierry Thomas et le docteur Didier Poivret, pour leur qualité de leur intervention, leur clarté, leur limpidité. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de questions qui n'ont pas été répondues sur les traitements, sur l'alimentation. Mais encore une fois, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez également contacter Allo Ostéoporose à la FLAR. Vous avez le numéro de téléphone sur le site. On pourra également vous aider à répondre à vos questions. Merci encore de cette première participation. Et comme on vous l'a dit, bien d'autres participations vont arriver, d'autres webconférences vont arriver. Merci beaucoup. Merci. Vous avez été nombreux non seulement à être présents, à rester un soir, un jour de vacances. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Un grand merci à tous. La session est accessible en replay. Donc, n'hésitez pas à partager ce replay avec ceux dont vous pensez qu'ils peuvent être intéressés. Nous vous disons à très bientôt au 12 février prochain, mardi 12 février. À très bientôt et bonne fin de soirée. Et ayez confiance dans votre rhumatologue. Ayez confiance dans votre rhumatologue, voilà le mot de la fin. Merci.